Bienvenue à tous pour cette nouvelle conférence organisée par l'ENSGSI, RP et Innovation Way. Alors, trois structures, une école d'ingénieurs, un laboratoire de recherche, une entreprise qui valorise les résultats de ces travaux de recherche. Et on a voulu initier ensemble un cycle de conférences cette année, dans le but, disons avec deux objectifs principaux. Un objectif qui est de permettre d'utiliser nos réseaux pour vous proposer des contenus et proposer en région des conférences, on va dire, de haut niveau. François, la pression est mise. De haut niveau, on a eu la chance d'accueillir déjà Alice de Cazeneuve d'Airbus, qui est venue nous parler d'Open Innovation. On a eu Marine Gallet d'Air France Industrie qui est venue nous parler de l'ingénieur digital, donc du chef de projet digital dans une entreprise de maintenance aéronautique, un paradoxe un peu sympa. Je peux vous annoncer qu'on aura à la rentrée, probablement fin septembre, Isabelle Lambert, qui est chef de projet prospective pour le groupe Vinci, qui nous fera aussi l'honneur de venir faire une intervention. Et ce soir, c'est donc François Haute qui va nous faire l'honneur d'intervenir. Alors, François Haute, Total, si je devais présenter Total, en fait, on s'est dit qu'on n'allait pas le faire. Parce que tout le monde connaît un peu. Après, en quelques chiffres quand même, c'est 800 sites industriels répartis dans 130 pays. C'est un nombre de collaborateurs qui dépasse les 100 000 de 150 nationalités. Bref, c'est énorme. Et dans ce groupe Total, il y a une des branches qui est la branche marketing et services, dans laquelle est présent François. Alors François, si je devais le présenter donc de manière, à son tour, de manière classique, je dirais, c'est les titres sont longs. Responsable de l'innovation collaborative donc chez Total Marketing et Services. Et je dirais que professionnellement, on a la chance aussi, avec Laure Morel qui dirige le NSGSI, de le côtoyer dans cet environnement professionnel parce qu'il est aussi président de la commission française de normalisation donc sur le management de l'innovation et qu'on bataille à l'international ensemble, on mène nos combats pour développer un guide de bonne pratique sous la forme d'un document qui sera donc une norme ISO, la 56002 Innovation Management System, qui sera publié en juillet. Et on cherche notamment dans ce comité à s'assurer que la place de l'homme, de l'humain, de la créativité ne sera pas écrasée sous le poids terrifiant de la normalisation. Et croyez-moi, c'est un combat, mais je crois qu'on a réussi. Maintenant, si on devait présenter François dans le thème du soir, le plus important probablement, c'est de dire que François est un passionné. Passionné de créativité, d'innovation, passionné d'humain, très clairement, tourné, et je crois que la présentation va être dans ce sens-là aussi, centré sur le développement, la bienveillance, voilà, hein, surtout, je m'étais noté pour trouver les bons mots, mais expert en bienveillance et en capacité à faire grandir les autres, et je me retrouve là-dedans, j'ai la chance de faire partie des petites ouailles qui grandissent autour de François, donc c'est un vrai bonheur d'être là aujourd'hui et de l'accueillir. Voilà pour cette présentation, je vais laisser la parole à François. Il me reste à remercier simplement le IGM pour le prêt de ce bel amphi, parce que comme vous le voulez voir, pour ceux qui connaissent bien le NSGSI, ça ne rentre pas chez nous, autant de monde. Donc très content de ce prêt. Merci aussi à la AGSI et aux personnes qui sont en direct, à la direction du numérique qui nous permet de faire cette retransmission. On a une soixantaine de personnes qui sont inscrites pour suivre l'événement à distance. Donc du coup, c'est aussi voilà, un petit salut qu'on leur fait. Et l'association des anciens qui anime un chat pour ces personnes à distance pour qu'ils puissent réagir, poser leurs questions. Donc on a à la fois l'association des anciens et puis un relais ici dans l'amphi qui nous permettra de poser des questions ou de suivre vos réactions au fil de la présentation. François, j'ai beaucoup parlé, je te laisse la parole. Ils sont à toi et merci encore. Applaudissez-le. Comme ça. Ouais, vous êtes nombreux, vous êtes très nombreux, effectivement, et c'est impressionnant. D'abord, je voulais vous partager juste le plaisir d'être avec vous cet après-midi. En plus, il fait beaucoup. La météo est plus sympa à Nancy qu'à Paris, donc je suis encore plus heureux d'être venu. Oui, là, c'est mon parcours, mon œuvre. Comme c'est le thème des 3 prochaines heures, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Juste pour dire que je suis fan de Tintin et Milou et de communication. Quand vous faites une présentation, c'est toujours important de rajouter quelque chose qui n'a rien à voir. Comme ça, vous vous dites, au moins, ils se rappelleront de ça. Donc voilà. En général, je mets aussi du whisky, du sudoku et tout ça, mais ça, c'est sans objet, sans intéressant.
Build-in, c'est une plateforme collaborative qui est utilisée chez Total pour déposer des idées ou des réalisations ou animer des challenges. Et j'ai l'insigne honneur d'animer cette plateforme pour le groupe Total, voilà, pour la branche marketing et services. Donc là maintenant, je vais faire ce qui n'est pas facile, je vais changer de présentation. Alors pour commencer, je voudrais dire merci, parce que souvent on dit merci à la fin, mais moi je commence toujours par dire merci au début. Comme ça, si vous êtes parti entre-temps, vous aurez eu votre merci. Merci d'être venu, merci de vous être inscrit. Merci à Johan, merci à Laure d'avoir la bonne idée, je ne sais pas, mais l'idée de m'inviter. Merci à Anne et Natalia qui ont permis et qui ont travaillé en coulisses pour qu'il y ait un petit peu de monde. Je vous en suis très reconnaissant. Et surtout, là c'est un autre tip que je vous donne, remerciez toujours la technique au début. Parce que si le micro, si la lumière, si la retransmission merde, là, ils peuvent pas. Là, je leur ai mis la pression. Donc, je dis merci Nicolas, merci Eric. Voilà, donc là, vous me laissez pas tomber, j'ai besoin de vous. Okay. Et un dernier tip, ce que je vous présente, j'ai un truc, moi je suis un peu simple dans la tête, j'ai des fétiches. Vous voyez, ça, je me dépêche toujours avec une pendule. J'ai combien de temps, professeur? Bon. Se mettre de la pression tout seul, voilà. C'est assez efficace et ça fonctionne. Donc j'ai 40 minutes pour vous parler de créativité en entreprise. Alors pourquoi cette conférence? Effectivement, c'est important de se poser la question pourquoi vous avez eu la gentillesse de venir. Je ne sais pas, mais moi je peux vous dire pourquoi je vous fais cette conférence aujourd'hui. La première, c'est que j'ai eu envie de vous partager des choses, j'ai envie de vous raconter des histoires, mais aussi dans une logique généreuse de vous partager ce que j'ai pu vivre ou des expériences que j'ai eues sur le sujet de la créativité. Le deuxième, ça serait peut-être de vous inspirer. Peut-être qu'en sortant, vous aurez peut-être une idée, peut-être que vous aurez une envie supplémentaire, parce qu'effectivement, le troisième enjeu, c'est vous donner envie. Vous convaincre que la créativité en entreprise, c'est un rendez-vous formidable qu'il ne faut pas louper, dans lequel on peut véritablement s'épanouir. Et puis, puisqu'on est entre nous, cette conférence, elle est aussi pour me faire plaisir. Ça se fait pas. Alors si à l'issue de la conférence je vous ai fait plaisir, le contrat sera rempli. Vous noterez qu'il a le même pantalon, la même couleur, la même tenue. Alors c'est pas parce que j'ai une garde-robe restreinte, mais comme la première fois que j'ai fait cette conférence ça a fonctionné, vous savez, on se rassure comme ça avec des petits gris-gris. Alors l'histoire commence avec une autre école d'ingénieurs qui est chère à mon cœur. Alors là normalement vous devez siffler, donc l'école des mines d'Alès. Non? Ouais, bon. Mais maintenant, il y aura aussi le NSGI la grande école d'ingénieurs de Nancy, du professeur. Et l'histoire commence avec l'IMT d'Alès. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, il y a un partenariat créativité avec l'IMT d'Alès et un certain nombre d'entreprises dans le cadre d'un parcours concernant la créativité. Et ça se déroule avec un séminaire qui a lieu fin janvier sur la créativité, qui dure 2 jours, avec tout un tas d'entreprises, etc. Et l'histoire commence le 19 décembre 2018. Là, je vous partage ma vie. Il faut toujours raconter une histoire, mais là, c'est une histoire vraie. Le reste, je ne sais pas si c'est vrai, mais là, c'est vrai. Le 19 décembre, vous voyez Alès, vous voyez où c'est? Non, c'est où il y a du soleil. Le restaurant Le Duo, il est à peu près 21h30. Je suis à table avec Michel Ferlu. Ils ont tous une tête bizarre à Alès, mais leur en voulait pas. Michel Ferlu, directeur des études, avec qui j'ai noué une relation depuis 2 ans plutôt sympathique, et qui m'explique que dans le cadre du prochain séminaire créativité, on va donner beaucoup plus de place aux entreprises, donc tout le speech de début de séminaire, etc., on va zapper. Et j'ai dit, Michel, t'es bien gentil, mais je trouve que tu peux pas démarrer un séminaire créativité. Oh, il n'y a que 500 étudiants, puisqu'ils réunissent Alès plus Chimie Montpellier, sans faire au moins un speech, sachant que l'année dernière, il y avait eu effectivement un speech qui avait duré 1h47. Au bout de 58 minutes, on avait tous décroché. Et donc, je dis à Michel, il faudrait quand même que tu fasses quelque chose. Et là, Michel me regarde et me dit, François, tu feras le speech. Ça s'appelle un grand moment de solitude. Mais Michel est un ami, donc je ne pouvais pas lui dire, circuler, il n'y a rien à voir. Et je me suis retrouvé avec ce qu'on pourrait appeler le syndrome de la page blanche. Nous étions le 18 décembre, je savais que le 24 janvier, j'allais faire l'ouverture du séminaire de créativité et que j'allais devoir raconter une histoire, essayer d'intéresser les étudiants. Alors, j'ai beau avoir quelques expériences en matière de créativité, quelques anecdotes, quelques passions. Le goût de la prise de parole ne me pose pas trop, mais c'est plutôt en mode détendu.
Ça n'empêche que j'étais dans la situation où j'avais une page blanche à remplir, un peu comme un compositeur qui aurait un morceau de musique à écrire, même s'il connaît les instruments, il connaît les notes. Ça n'empêche que la page, elle commence par être blanche. Alors, le monsieur qui est en face de vous, il s'appelle François Haute, il a commencé chez Total en 1983. Vous n'étiez peut-être même pas un concept dans le cœur de vos enfants, de vos parents. Déjà à cette époque-là, j'avais un look, vous voyez, très, on dit rien sur les yeux, mais on a dit qu'on se moquait pas du physique. Et donc, j'ai commencé ma carrière chez Total, et je n'ai pas de diplôme d'ingénieur. J'ai par erreur fait un DUT génie mécanique, puis après une année qui n'a jamais été validée par Total. Et donc, j'ai commencé chez Total tout en bas. Donc, je ne suis pas légitime puisque je n'ai pas de diplôme d'ingénieur. Je n'ai pas écrit de livre. Je n'ai pas créé ni brûlé de start-up. Que fais-je ici? Eh ben, vous avez devant vous quelqu'un qui est juste passionné par l'innovation. Avant de prendre le poste que j'occupe aujourd'hui, j'ai 35 ans de carrière, c'est long, mais au cours des 20 dernières années, ils ont eu la folie de me confier du management. Et moi, l'innovation, c'est à tous les étages, à tous les niveaux, à tous les sujets, etc. Et le jour où il y a à peu près 2 ans, on m'a dit, tiens, il y aurait un poste qui s'appelle innovation collaborative chez Total, alors qu'il n'y avait ni business, activité B2B, ni management, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, je vais vous faire un aveu. Est-ce que vous savez quelle est mon activité favorite le matin sous la douche? Non. Laure, s'il vous plaît. C'est le matin sous la douche que j'ai des idées. Souvent, j'ai laissé infuser un problème, laissé un truc qui a besoin d'une solution, ou je ne sais pas par quel bout le prendre. Et c'est souvent le matin sous la douche qui est mon moment, non pas statique, mais mon moment de créativité renforcée. Quoique, vous verrez tout à l'heure que la créativité, ce n'est pas que d'avoir des idées. Donc l'innovation, si je le fais, c'est parce que je m'y amuse comme un petit fou. Question. Faut-il être créatif pour faire une conférence sur la créativité d'un séminaire, en ouverture d'un séminaire de créativité? Vous avez 4 heures. Oui, je crois qu'il faut être créatif parce que c'est vrai que là, pendant les 34 minutes qui nous restent, je pourrais vous parler de théorie sur la créativité. La créativité chez Total. Ma vie, mon œuvre, là, ce serait un peu trop court. Donc, l'objectif que je me fixe aujourd'hui, c'est simplement de vous partager une passion. Et je pense que quand on est dans le registre de la passion, on le fait avec son cœur, et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Et je vous suis reconnaissant d'être avec moi aujourd'hui. Alors, parlons de créatif. Alors, évidemment, le professeur Tournesol, tous les amateurs de Tintin l'auront connu. Lui, c'est un vrai créatif. Lui, là, c'est du lourd. Bon, ça ne marche pas toujours, mais ça marche. Le deuxième, dont on a fêté les 500 ans de sa mort, Léonard de Vinci, qui avait quand même été une sorte de précurseur. Lui, il a fait des croquis, mais il était exceptionnel parce que, au-delà d'être un ingénieur, oui, rentrez madame, au-delà d'être un ingénieur, c'était aussi un architecte, c'était un musicien, c'était un philosophe, c'était un artiste. Donc c'est effectivement quelqu'un de créatif dans tous les domaines. Il y en a un troisième que j'aime bien, c'est Norman Foster, qui est l'architecte qui a fait et conçu le viaduc de Millau. Là, je peux vous dire qu'en matière de créativité, il y a du dos, et il se rapproche peut-être de votre monde d'ingénieur. Et puis le dernier, qui m'est cher aussi, c'est Karl Lagerfeld, qui, au-delà d'être un couturier, c'est aussi quelqu'un qui était créatif dans sa personnalité, mais aussi dans sa capacité d'interagir avec le monde. Voilà. Non, je vous demandais de descendre, c'est beaucoup plus simple. Ça sera plus confortable pour vous. Voilà. Donc là, vous avez quelques créatifs, mais j'aurais pu en citer beaucoup plus. J'aurais pu citer Kylian Mbappé, par exemple. C'est un footballeur, même s'il a du talent, même s'il a de l'entraînement, ça n'empêche que le jour où il est avec une équipe, il faut forcément qu'il soit créatif, parce que sinon, le talent à l'entraînement ne sera pas suffisant. On aurait pu citer des cuisiniers, on aurait pu citer des musiciens, etc. Donc la créativité, c'est quelque chose qui est vraiment ouvert à tous. Et alors, comme tout étudiant, quand on a un sujet, on va sur Wikipédia et on cherche une définition. Là, l'avantage, c'est que mes sources sont affichées. Donc, qu'est-ce que la créativité? Alors là, vous voyez, je vous propose de sauter tout de suite au deuxième paragraphe. Elle peut plus précisément être définie comme un processus psychologique ou psychosociologique par lequel un individu ou un groupe d'individus témoigne d'imagination et d'originalité dans la manière d'associer des choses, des idées, des situations, et par la publication du résultat concret de ce processus. C'est la partie chiante de la présentation, celle-là. Donc ça, c'est bon.
Alors, c'est un peu compliqué cette définition, mais en fait, ça dit tout. Ça dit les choses de façon très claire. Au niveau créativité, il y a une vraie logique de processus et ça s'inscrit dans quelque chose qui est finalement assez ouvert. Mais vous voyez, il y a vraiment une dimension psychologique. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut s'engager, et une fois qu'on s'y est engagé, c'est un peu le pari que je fais en vous en parlant aujourd'hui, c'est quelque chose de formidable. Quand on parle de créativité, on pourrait dire, vous avez tous vécu une séance de créativité, ça commence par un brainstorming, orage de cerveau, et puis à la fin, il y a ça. Vous voyez, il y a du post-it, en veux-tu, en voilà. Donc ça pourrait être perçu comme de la créativité. Je ne pense pas que si on s'arrête au post-it et qu'on les regroupe, on aura été très créatif. On aura peut-être été dans une phase d'idéation, mais on n'aura pas été très créatif. L'autre élément concernant la créativité, alors là c'est des méthodes en matière de créativité, d'accord ? Je vais vous faire un aveu, j'en connais aucune. J'en ai pratiqué aucune, mais je sais que par exemple Raphaël, qui est un de vos profs, pourrait vous en parler parce que je sais que vraisemblablement il doit être un peu branché sur ces différents sujets. Et souvent, quand je faisais cette présentation, je disais mais en fait dans la salle il y a souvent des gens beaucoup plus compétents en matière de technique de créativité. Je n'ai pas eu le temps de préparer, de vous donner des exemples. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a eu des techniques multiples et variées qui ont été développées, ce n'est pas tout à fait un hasard. Alors moi, maintenant, je vais vous partager ma définition de la créativité, et celle-là, je suis sûr que vous allez vous en rappeler. La créativité, c'est quelque chose qui se passe en 2 temps. Inspirer, c'est une phase d'idéation, c'est-à-dire qu'on va essayer d'émettre des idées, et la créativité n'existe que si on expire. C'est-à-dire qu'il y a la phase réalisation. Et c'est ça la créativité. C'est-à-dire que la créativité ne peut pas se résumer au post-it de tout à l'heure. La créativité, elle existe à partir du moment où on est bien sur quelque chose où il y a de l'inspiration et de l'expiration, de l'idéation et de la réalisation. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous mettais en avant un certain nombre de créatifs qui, au-delà d'avoir des idées, ont réalisé des choses. Donc ça, c'est ma définition. Et puis maintenant, je vais vous donner ma recette. Alors, la recette de la créativité, c'est 2 choses. C'est du savoir-faire, c'est des compétences, c'est-à-dire que c'est des techniques qui peuvent s'apprendre et qui peuvent se développer, c'est des techniques qu'on peut pratiquer et être de plus en plus compétent. Et c'est aussi du comportement. C'est vraiment un enjeu à 2 volets. C'est-à-dire que si on n'additionne pas les 2, on s'essouffle rapidement. Et vous allez voir, et c'est un peu sur la partie comportement que je vais m'attarder pour la suite de ma présentation, mais c'est là aussi que l'on voit que pratiquer la créativité en groupe, c'est beaucoup plus efficace parce que c'est le meilleur moyen pour additionner justement des savoir-faire et des savoir-être. D'accord ? Donc tout le thème est la créativité en entreprise. Ma conviction, c'est que la créativité en version collective, elle est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus efficace, si l'on peut dire, efficiente, pour employer un terme un peu adapté, pour avancer sur quelques dossiers que ce soit. Donc ça, c'était mes 2 théories, facile, ma définition, ma recette. Puis maintenant, je vais vous parler des 5 ou 6 créativités que j'ai repérées. La première, c'est ce que j'appellerais la créativité nécessaire. La créativité nécessaire, c'est celle qui fait qu'on doit essayer d'améliorer un processus ou trouver une solution alternative. Par exemple, l'industriel qui a l'habitude, ou le chimiste qui a l'habitude de formuler ses produits et qui du jour au lendemain n'a plus la disponibilité d'un additif ou d'un composant, je peux vous dire qu'il va être obligé d'être créatif parce que sinon son produit ne pourra plus le sortir. Donc ça, c'est ce que j'appellerais de la créativité nécessaire. Ça peut permettre à la fois de trouver une solution ponctuelle ou une solution durable. La créativité, ça peut être en matière de logistique. Dans une vie antérieure, je m'occupais de business bitume. Quand on avait une raffinerie qui se mettait en grève, parce que ça arrive, on est une entreprise française, il fallait trouver des solutions. Et alors là, il ne suffisait pas de dire, on va dire au camion, d'aller, au lieu d'aller au Havre, d'aller chercher à Marseille son bitume. Donc je peux vous dire et quand toutes les raffineries françaises étaient bloquées, là, je peux vous dire que la créativité était en action. Ça nous permettait aussi de rendre un peu plus robustes nos plans B quand ce n'était pas le plan C. Le deuxième de créativité que j'ai trouvé, c'est ce que j'appelle la créativité spontanée. Alors j'ai 2 exemples, c'est peut-être celui de l'urgentiste qui se retrouve devant un patient et qui va devoir être capable de poser un diagnostic
assez rapidement et de prendre des bonnes décisions. Alors même s'il va se réfugier derrière des techniques ou des choses qu'il a déjà pratiquées, ça n'empêche qu'il vaudrait mieux que sa créativité soit efficace pour peut-être décider des moyens supplémentaires de secours. La spontanée, c'est aussi celui qui va faire de l'impro. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait de l'improvisation. Là, on est dans une créativité spontanée, puisque la force de l'impro, ce n'est pas dans le fait qu'on a des blagues d'avance, c'est surtout qu'on est dans l'écoute de l'autre. Et là, tu es obligé d'être créatif pour que ton morceau d'impro fonctionne. La troisième créativité, c'est ce que j'appelle la créativité provoquée. Alors j'ai deux exemples, c'est sûrement celle du journaliste qui tous les matins ou toutes les semaines doit sortir un édito ou un article. Ça empêche que Coco, il faut que son papier soit donné en temps et en heure. C'est aussi l'écrivain Amélie Nothomb nous sort un livre une fois par an à la rentrée littéraire. On sait qu'elle sortira un livre tous les ans, ce que j'appelle la créativité provoquée. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ça fonctionne. L'autre créativité, c'est ce que j'appelle la créativité encadrée. Ça pourrait être celle de l'acteur à qui on va donner un script, à qui on va donner un décor, on va lui donner un costume, on va lui donner une situation, mais ça n'empêche qu'il ne sera bon acteur que si effectivement il est capable d'être créatif, c'est-à-dire de donner sa personnalité et de la faire matcher avec tout le contexte qui lui a été défini en amont. Ça peut être aussi l'ingénieur, à qui on donne un cahier des charges, avec des délais, avec des moyens, avec des ressources, avec une équipe, ou pas. Et là, c'est ce que j'appelle de la créativité encadrée. Et puis la dernière, celle qui m'est la plus chère, c'est ce que j'appelle la créativité présumée. Cette créativité présumée, c'est celle que l'on pourrait donner à tous les managers. Quand on est manager d'une équipe, et qu'on essaie d'être un bon manager, la créativité présumée, la créativité, par défaut, elle est nécessaire. Que ce soit pour mettre en action une équipe, pour la mobiliser, que ce soit pour être à l'écoute des problématiques individuelles, que ce soit pour faire face à des tensions ou des opportunités, je peux vous dire qu'il doit être capable d'être créatif. Et il ne peut pas se réfugier derrière un modèle en disant bah, « ça a toujours fonctionné comme ça ». Donc cette créativité est nécessaire. Et si on parlait de Total? Alors là, vous voyez, chez Total, là vous avez Laure, c'était il y a quelques années, elle fait le plein de carburant. Ça, c'est un peu le modèle de la station service. C'est Laure Dupont, hein, ça n'a rien à voir avec Laure Morel. Je viens de me faire perdre une amie. C'est pendant très longtemps, quand on parlait de pétrolier, c'était l'image qu'on avait, c'était je vais à la pompe et je fais le plein de carburant. Chez Total, il va se passer des choses, non pas dans 10 ans, dans 5 ans, peut-être dans 2-3 ans. C'est que Laure, quand elle ira à la pompe, elle n'aura pas à choisir qu'entre du gazole et de l'essence. Il y aura peut-être d'autres choses, du gaz, de l'hydrogène, de l'électricité. Peut-être que Laure, là, elle était propriétaire de sa voiture, mais rapidement, parce que les modes de consommation ont changé, ce ne sera vraiment pas sa voiture, ce sera peut-être une voiture qu'elle n'aura même pas de la location, ce sera peut-être ce qu'on appelle du car sharing, ce sera peut-être de l'utilisation d'usage, c'est-à-dire dans le cadre d'un besoin particulier. Donc, et puis l'autre modèle qui va aussi évoluer, c'est qu'aujourd'hui, elle prend encore le temps de descendre de sa voiture pour faire le plein. J'ai comme l'impression que très rapidement, dans les années à venir, elle ne descendra plus de voiture, qu'il y aura sûrement des solutions peut-être automatiques. Elle n'aura même pu aller à la caisse parce qu'il existe déjà des solutions qui vont vous permettre de régler, bon, avec une appli, mais aussi, en Chine ça existe, juste en reconnaissance faciale ou juste en reconnaissance oculaire. Donc il se passe des choses, et pour Total, on est sur un modèle traditionnel, ancestral peut-être, qui va évoluer. Alors, dans ces conditions-là, la créativité, on en a besoin. On en a d'autant plus besoin que la tagline qui a été définie il y a 3 ans pour le groupe Total, c'est l'ambition du groupe, vous voyez. Notre ambition d'ici 20 ans, perso, moi je trouve que c'est un peu long, c'est de devenir la major de l'énergie responsable. Tous les mots sont importants dans la phrase rouge. Devenir, ça veut dire qu'on n'est pas convaincu qu'on y est. Major, c'est le terme qui correspond, j'allais dire, aux têtes de chapitre, aux champions internationaux en matière d'énergie. Et on ne veut pas devenir une major, mais on veut devenir la major. Donc en fait, le patron, il a dit, on ne va pas viser la 3e, on va viser la 1re place. On ne parle plus d'essence, on ne parle plus de pétrole et de gaz, on parle de l'énergie, d'où Total qui a effectivement commencé à un peu plus qu'agrandir son éventail de propositions en matière d'énergie. On est sur de l'électricité. On est sur de l'hydrogène, et puis on est sur tout un tas d'autres maillons, et l'enjeu c'est bien d'apparaître comme un énergéticien.
Et puis le dernier mot, c'est responsable. Alors pour un pétrolier, le vilain pollueur, j'ai dit à votre place, la notion de responsable, c'est à la fois de faire des produits qui polluent moins, c'est de faire pour que les produits, on en consomme moins, mais c'est aussi de faire pour que les clients, on soit capable de les accompagner pour trouver des solutions qui répondent encore mieux à leurs besoins. Et ça, la responsabilité, c'est un enjeu par rapport à notre produit, mais aussi un enjeu par rapport à notre positionnement dans les endroits où on agit, que ce soit pour extraire du pétrole ou pour vendre du carburant en station-service, c'est la notion d'acceptabilité. Et ça, c'est un sujet sur lequel c'est pas juste, entre guillemets, pour faire clean et se donner bonne conscience, c'est un véritable enjeu pour le groupe. Une fois qu'on a dit ça, dans un groupe qui fait 100 000 personnes, je peux vous dire que la créativité, elle est nécessaire et elle est attendue un peu à tous les étages. Voilà. Plus généralement, la créativité en entreprise, pendant très longtemps, c'était l'affaire des... Moi, quand j'ai commencé, la créativité, c'est de la recherche et développement, c'est très technique. La créativité, c'était au centre de recherche, c'était confidentiel. Nous, les commerciaux sur le terrain, on n'était pas au courant parce qu'au cas, on aurait raconté à la concurrence. Et puis surtout, c'était très orienté le produit. Aujourd'hui, chez Total, on s'est rendu compte que d'avoir des bons produits, c'était pas suffisant et que on devait passer d'une approche qu'on appelle product-centric à customer-centric, c'est-à-dire on se met de plus en plus à la place du client pour être capable de répondre au mieux à ses attentes. Donc ça, c'est une vraie obligation. Donc la créativité de papa ou de grand-papa, ça appartient au passé. Pour une entreprise, la créativité, il y a 4 enjeux. Le premier, ce serait, je dirais, la partie business. Tout à l'heure, notre Laure qui faisait le plein de sa voiture, si on n'est pas capable d'avoir inventé autre chose, je pense que le business se chargera, ou le marché, ou les concurrents se chargeront de nous sortir. Le deuxième, ça peut être un enjeu de fiabilisation. Très souvent, on se rend compte qu'il y a des processus qui fonctionnent, que ce soit en interne ou en externe, où on peut être créatif en améliorant ou en simplifiant les choses. Ça, c'est un enjeu qui n'est pas des moindres, notamment quand on est sur des schémas logistiques un peu compliqués. Le troisième, c'est un enjeu de différenciation. Nous sommes dans un monde ouvert où il y a de la concurrence et en plus, il y a des nouveaux acteurs qui se présentent sur le marché. On n'est pas encore en train de vivre ce que le monde hôtelier a vécu avec Airbnb ou ce que la SNCF a vécu avec les bus Macron ou avec Blablacar. Mais potentiellement, aujourd'hui, sur les marchés qui sont des marchés mondiaux, on voit apparaître de nouveaux acteurs et le grand danger, c'est ce qu'on appelle l'intermédiation. Donc si on n'est pas capable de se différencier, par défaut, le client il saura aller autre part que chez Total. Personnellement, je trouve qu'il a tort. Et puis, le dernier élément de la créativité pour une entreprise, ça peut être un enjeu d'émulation, ça peut être un enjeu de dynamisation de ses équipes. Et c'est très clairement aussi sur cet axe que ça a du sens de essaimer ou de mettre en mouvement ou en musique de la créativité à tous les niveaux. Surtout qu'aujourd'hui, le monde change, l'information est partout. L'information est disponible de façon très aisée. C'est la difficulté quand vous faites une thèse, c'est de se dire mais quand je vais écrire, peut-être que ça a déjà été écrit quelque part. Mais heureusement, vous avez la sagesse d'aller vérifier sur Internet si ça n'existe pas déjà. De mon temps, au siècle dernier, cette disponibilité de l'information n'était pas aussi forte. Aujourd'hui, l'information est disponible. Et quand moi je vendais des lubrifiants auprès des transporteurs, et puis après auprès des usines, j'étais perçu un petit peu comme une sorte d'expert à ce moment-là. Et quand ils avaient un problème technique, forcément, ils attendaient le passage de François pour poser la question. Aujourd'hui, ils n'attendent pas le passage de François, surtout qu'il n'est plus sur le terrain. Mais l'information est disponible parce qu'il y a des forums, parce qu'il y a de l'Internet, il y a du document qui sont de valeur parfois assez inégale, mais ça existe. Donc l'information est partout. Le deuxième élément, c'est le monde s'accélère. Alors, je vais vous montrer juste après donc, des éléments qui sont... c'est très connu, ce petit figure, ces petits chiffres. C'est combien de temps il a fallu pour qu'il y ait 50 millions d'utilisateurs. Donc, vous voyez, 62 ans pour ce qui est de la voiture, et puis pour ce qui est de Twitter, c'était 2 ans. Pokémon Go, 12 jours. Le monde va de plus en plus vite. Donc, à un moment où les choses s'accélèrent, il est véritablement nécessaire d'être, je dirais, un peu en version agile. C'est là qu'effectivement, les startups peuvent faire émerger des idées et les développer beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est un véritable atout. En résumé, pour l'entreprise, les 4 grands enjeux, c'est un enjeu de stratégie, c'est un enjeu d'ambition. Ambition, ça serait de dire à quel horizon je veux me projeter et qu'est-ce que je veux être dans 10 ans ou dans 20 ans.
C'est aussi un enjeu de management. Aujourd'hui, pour les entreprises, c'est une capacité à dynamiser les équipes. C'est une façon aussi de faire adhérer à une démarche. Et puis, c'est aussi un enjeu de ressources humaines. C'est un moyen de détecter les talents, de les faire venir et de les garder. Aujourd'hui, si on n'est pas capable d'être un peu créatif ou un peu innovant, des jeunes cerveaux bien faits comme vous ne serez pas passionné rapidement pour rester dans une entreprise qui ne bouge pas ou pour lequel on est enfermé dans un processus où la créativité, elle est bien, mais il faut respecter le formulaire numéro 77B et attendre 3 mois pour avoir une réponse. N'ayez pas peur de rentrer, je vous attendais pour commencer. Non ? Alors, les clés du succès d'une créativité. Le premier, c'est de l'approbation. L'approbation, c'est la notion, c'est le chef, c'est le schtroumpf, le grand schtroumpf. C'est important d'avoir un chef qui croit en la créativité. Parce que lui, c'est lui qui va impulser, c'est lui qui va donner des moyens, c'est lui qui va soutenir, c'est aussi lui qui va instituer ou qui va accepter ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Pendant très longtemps, le droit à l'erreur, c'était une faute. Ouais, bah pendant tout ce temps-là, tu as passé du temps, de l'énergie, tout ça pour ça. Bon, bah, je pense que ton talent, tu vas l'exercer ailleurs. C'est caricatural, mais c'est vrai, ça a été vécu. Donc le manager, s'il y croit, c'est quand même beaucoup plus facile. Ce sera plus facile d'ailleurs pour réclamer des moyens ou des ressources pour avancer. Le deuxième élément, c'est des outils. Alors quand on parle d'outils, ça peut être effectivement des méthodes, ça peut être de la planification, ça peut être de la répartition. Qui dit outils, dit capacité à les appréhender et les pratiquer. Et puis comme très souvent, plus on va pratiquer un outil de la même façon, plus on sera capable de faire des choix pertinents. Donc on ne fait pas de la créativité juste en ayant rempli son post-it, il faut avoir des outils. Le troisième élément, c'est ce que j'appelais des ressources. Les ressources, bah, c'est de l'argent, mais ce n'est pas que l'argent. C'est aussi des hommes et des femmes. Parce que si tu es très créatif, mais que tu es un peu tout seul dans ta salle de bain ou sous ta douche, ça ne passionne pas les foules et tu ne vas pas mobiliser grand monde. Donc plus tu es capable d'avoir un équipage avec toi, mieux c'est. Des ressources, ça peut être aussi être capable de faire appel à l'extérieur. Ça peut être de travailler avec une autre entreprise, ça peut faire appel à un consultant ou à un expert. Des ressources, c'est aussi de l'inspiration. Très souvent, on va se rendre compte que si on veut être créatif, il faut être capable de s'inspirer de ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dans un autre métier, qui se passe dans un autre univers. Nous, on emmène un certain nombre de patrons, on les emmène dans ce qu'on appelle des learning expeditions pour leur faire découvrir la nouvelle mobilité. Donc l'année dernière, on les avait emmenés en Norvège, et puis pour découvrir que là, la voiture électrique, c'était pour du vrai. Là, cette année, on les a envoyés en Chine pour qu'ils découvrent que le nouveau commerce, c'était pas pour du faux, c'était pour du vrai. Et c'est aussi un moyen de favoriser l'inspiration. Et plus on inspire un patron, plus potentiellement il va revenir en disant « peut-être qu'il faudrait que je me remue ». La quatrième composante, c'est le temps. Alors le temps, c'est à la fois quelque chose qu'il faut être capable de gérer comme une sorte d'échéance qu'on se fixe, en se disant il faut que la conférence créativité d'Alès elle soit prête pour le 24 janvier, pas pour le 27, parce que la conf c'est le 24. Le temps, c'est la capacité à la fois à anticiper le plus possible, c'est la capacité à se donner des étapes, des étapes intermédiaires, c'est-à-dire capable de dire je n'attends pas d'avoir réussi mon truc pour dire j'ai abouti, c'est de se donner une sorte de milestone, des points d'avancement. Le temps, c'est la capacité à se dépêcher lentement. C'est-à-dire de temps en temps accélérer, mais de temps en temps être capable de prendre du recul pour dire là peut-être qu'on part dans un mur, on va laisser un peu mijoter, on va essayer de prendre un peu de retrait. Donc le temps, c'est quelque chose qui n'est pas du tout gadget, mais qu'il faut vraiment avoir en tête. Le dernier moyen, c'est l'ouverture. Alors moi, c'est celle qui me passionne le plus. L'ouverture, c'est celle qu'on va retrouver aussi bien dans l'approche open, c'est-à-dire open innovation, c'est-à-dire la rencontre ou de faire travailler avec d'autres entités à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. L'ouverture, c'est aussi l'ouverture sur les autres techniques alternatives. Ça peut être l'ouverture sur, on a vu par exemple des entreprises dans des biens industriels s'inspiraient de modèles qui étaient développés par l'industrie agroalimentaire parce que, par exemple, sur le labeling, c'est-à-dire tout ce qui est étiquetage des produits, ils se sont rendus compte qu'eux étaient beaucoup plus aboutis parce qu'ils avaient eu une pression réglementaire en amont. Donc l'ouverture, elle est là. L'ouverture, elle est aussi, de façon générale, dans ce qu'on va appeler le out of the box. Out of the box, c'est le fameux « je sors de ma zone de confort et je suis capable de m'exposer ». Au début, ça fait peur. Une fois qu'on a pris du plaisir, on y retourne. C'est comme dans beaucoup de choses d'ailleurs.
Et puis, d'ailleurs, le sixième élément, c'est la partie fun. La partie fun, pour moi, c'est du plaisir, c'est de l'épanouissement. Et je peux vous dire que quand on a réussi à faire quelque chose, la notion de bonheur collectif, je crois que le bonheur et le plaisir, c'est quand même beaucoup mieux quand on est en groupe que quand on est tout seul. Je parle de créativité en entreprise. Mais s'il n'y avait pas cette dimension fun et épanouissement, à titre personnel, je pense que je ne me serais jamais investi comme je le fais aujourd'hui dans mon job. Donc ça, je vous ai donné, en substance, les six recettes. Il vaut mieux d'abord en être conscient, et puis se mettre en œuvre, et puis se débrouiller pour avoir ces 6 recettes. Ça facilite beaucoup tout le processus dit de créativité. Mais il y a aussi des bonnes raisons pour ne pas être créatif. Il y a ce qu'on appelle des peurs. Alors, comme on dit, une fois qu'on a nommé les freins, on est déjà dans un chemin de guérison. Souvent, comme on n'a pas d'idée, on se dit « je ne peux pas être créatif ». Eh bien non, on peut participer à un groupe de créativité sans avoir d'idée. Mais on peut apporter son savoir-faire, on peut apporter sa compétence, on peut partager sa vision. On peut être un petit peu le pilote d'essai ou l'ingénu de service qui va poser les bonnes questions. Et ça fait partie du processus de créativité. Donc on n'a pas besoin d'avoir d'idée. L'autre élément, c'est effectivement la peur. Alors, on est de plus en plus ouvert dans nos fonctionnements intellectuels, mais les peurs, qu'elles soient d'être jugé, la peur de rater, la peur d'illégitimité, si vous avez eu le patron qui en amont vous a expliqué que ça avait du sens, qu'il y avait un droit à l'erreur, c'est tout de suite levé. Si vous n'avez pas cette typologie de patron, ça va être beaucoup plus difficile. Bon, après, si vous êtes plusieurs, vous vous soutiendrez, ça sera beaucoup mieux. Après, c'est toujours la notion du temps. Oh ouais, mais pendant ce temps-là, il y a un business qu'il faut continuer à faire, business as usual. Et ça, la notion du temps, c'est la capacité à investir du temps pour se dire je n'ai pas perdu mon temps à le faire. Et puis si à la limite, ça ne débouche rien, mais que j'ai pris du plaisir, c'est déjà bien. Mais la notion du temps, elle n'est pas facile, c'est pour ça aussi que c'est important de séquencer son application en matière de créativité. Après, il y a les fameux « j'ai jamais vu, j'ai jamais fait ». Il y a aussi l'impression de désobéir, et puis de se sentir pas ce que j'appellerais pas légitime. Mais ça, tout ça, c'est des conneries. Parce qu'en fait, une fois qu'on s'est dit que si on est tout seul à devoir gérer son truc, c'est pas facile. Si on est déjà une bande de jeunes, une bande de copains ou une bande de collègues qui s'apprécient, on est beaucoup plus fort pour lever ses peurs. Et puis on n'a pas tous les mêmes peurs, on n'a pas toutes les mêmes appréhensions, parce que ça c'est lié à votre éducation, c'est lié à votre culture, c'est lié à beaucoup de choses. D'accord ? Donc c'est important d'avoir en tête que à partir du moment où je les ai énoncées, ça c'est d'une banalité confusante. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais c'est vraiment des choses qu'on est capable de surmonter. Puis c'est la première fois qu'on a ces peurs-là. L'autre élément qui est important à évoquer dans le cadre d'un processus de créativité, c'est la notion d'indicateur. L'indicateur, ça va être effectivement peut-être l'objectif que l'on se fixe, l'objectif de timing, mais ça va être aussi, alors, là, vous voyez, là, il y a monsieur Wikipédia qui m'a donné un coup de main et qui dit, dans la créativité, c'est important d'évaluer les délais de réponse, la rapidité de production, la quantité, l'efficacité, l'efficience et l'originalité. Vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est se fixer des indicateurs. Et quand on fait de la créativité en groupe ou en entreprise, cet indicateur, ça va être quelque chose qu'il faudra être capable d'avoir un consensus en amont pour se dire, je considère que ce que je devais faire ou ce que je devais délivrer est au rendez-vous ou pas. Et si on n'est pas capable, dès le départ du processus de créativité, d'avoir, je dirais, ce consensus, il y a un moment où l'équipage va avoir du mal à suivre, parce qu'il considérera qu'il a fait tout le chemin, et d'autres diront, bah non, on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire. Alors, quand on est un créatif, si par exemple, on écrit des livres, on pourrait dire que l'indicateur, c'est simple, c'est de dire le nombre de livres qu'on a vendus. Si on est un artiste, c'est le nombre de ventes. Sur YouTube, c'est un nombre de vues. Quand on anime une conférence sur la créativité, est-ce que j'avais des indicateurs ? Oui. Mais je vous les dirai tout à l'heure si vous me posez la question. Voilà. Donc, en résumé, la créativité, c'est ça. De la liberté, c'est de la fierté, c'est du plaisir, c'est de l'imagination, c'est de l'aventure. Et puis le mode collectif, pour moi, c'est quelque chose qui est formidable. Une fois qu'on a compris que la créativité, c'est ça, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup dans la vie professionnelle d'occasion de récupérer ce genre d'atouts ou d'état d'esprit.
Donc cette liberté, ce plaisir, vous n'avez pas à refuser le plaisir. Toi, ça fait un peu sérieux, mais ne vous privez pas. Et si effectivement, ça, en plus, c'est productif pour une entreprise, c'est d'autant mieux. D'accord ? François Tips, ça c'était les conseils. Alors je sais, sur la photo, j'ai un air un petit peu bizarre. On m'a dit, ouais, on dirait le pervers de service. Non. Pas quand je suis en conférence. Donc, concernant la créativité, j'aurais 2 mots à dire. Les 2 mots, sans fait toi, c'est oser. Et plus vous allez en faire, plus vous allez aimer. Et puis surtout, profiter. C'est-à-dire, soyez capable, derrière chacune de vos expériences que vous aurez en matière de créativité, d'apprendre, de découvrir, de vous mettre en mode curiosité. Je pourrais vous faire une conférence, ça sera peut-être la prochaine, sur la sérendipité. C'est cette capacité à se retrouver confronté à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on voulait faire et que finalement on va retrouver quelque chose qui va être extrêmement efficace ou extrêmement innovant. Donc, oser et profiter. Je posais la question tout à l'heure de faut-il être créatif pour faire une conférence en ouverture d'un séminaire de créativité ? Eh bien en fait, tous les conseils que je vous ai donnés, je les ai utilisés pour préparer ma conférence. J'ai tenu le délai, 24-25 janvier. J'ai pas fait ça tout seul dans mon coin, même si je suis tout seul à vous présenter. Il y a eu un travail collectif, il y a des gens qui m'ont aidé. Il y a quelqu'un dans mon équipe qui s'appelle Marine, qui a fait tous les supports visuels, alors qu'habituellement c'est plutôt moi qui lèche les trucs et qui fait le PowerPoint. Je lui ai donné mon script, que du texte, et je lui ai dit fais-toi plaisir. Je vous promets, elle est en sub de pub, et je vous promets, elle m'a rendu une copie, j'étais à 90% content. Donc on est vraiment sur un mode en collectivité. Je ne l'ai pas fait tout seul, parce qu'effectivement, il a aussi fallu que je l'ai testé, j'ai répété. J'ai un frère jumeau, donc j'étais un week-end à Lille, donc avec mon frère jumeau, sa femme, ma nièce et son mari. On a fait une répétition, et là, ils m'ont fait des remarques. Je leur ai dit, lâchez-vous. Donc ils m'ont dit, tu tiendras pas le délai, tu parles beaucoup trop vite. Là, tu te fais plaisir, tu parles beaucoup trop de toi. Et puis, on m'a dit, là, c'est une anecdote où tu te fais plaisir, mais les gens, ça ne va pas les intéresser. Bon, comme c'était mon frère jumeau, c'était facile. On lui refuse. Et est-ce que ça a fonctionné ? Ça, c'est une image, ça se passe à l'école des Mines d'Alès, donc vous voyez, c'est un peu l'amphi qu'il y avait. Ça a bien fonctionné, j'étais content, et je m'étais fixé 3 indicateurs. Le premier, c'était de respecter le timing. Ce jour-là, je n'avais que 30 minutes. J'ai fait 29 minutes. C'était mon premier indicateur. Mon deuxième, c'était qu'il y ait une interaction avec la salle. J'ai eu des questions, alors que j'aurais pu dire, mais je leur ai pris la tête, j'ai eu des questions. Et puis le troisième, c'est que Michel, oui, là, finalement, il a un corps, il n'a pas qu'une tête. Il était super content à la fin. Et c'était mes 3 indicateurs que je m'étais fixés. Voilà. Je vous remercie de votre attention. On a du rab. Merci François pour cette intervention et le gif animé est absolument terrible sur la fin. Promis, le verre, on l'a juste après. Avant ça, quelques questions, réactions dans la salle ? Ah oui, c'est vrai, il en a complètement dénoncé. Alors, bon. Je vais te donner un tips pour ce genre de choses. Dans ces moments-là, tu dis, ouais, j'ai tellement de questions que je vais préférer passer la parole à... Puis tu passes le micro à quelqu'un d'autre, tu vois. Si, je vais le faire juste après. Néanmoins, j'aurais aimé vous demander juste... vous nous avez énormément parlé de la créativité en entreprise, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas énormément parlé de tout ce qui était relations humaines et management de l'innovation. Oui. C'est moi qui me trompe. Non, c'est tout. Tout à fait. Le thème n'est pas l'innovation. C'est quoi la différence entre l'innovation et la créativité ? L'innovation, c'est quand on est capable de mettre en place ou de créer quelque chose qui n'existe pas et qui va avoir une valeur ajoutée durable.
Comme je vous ai expliqué, la créativité, ça peut être très bien pour traiter une problématique logistique, ça peut être de juste changer une formule ou adapter. La créativité, je dirais qu'elle est beaucoup plus répandue que l'innovation. D'accord ? Après, sur l'aspect humain, comme je l'ai dit, il y a quand même deux composantes qui sont importantes. Évidemment, ce que le manager impulse, ou pas, mais c'est aussi le fait d'être dans une dynamique collective. Et ça, tout à l'heure, quand au départ je vous parlais de savoir-être et de savoir-faire, très souvent, quand on démarre, on ne les a pas, ces deux atouts. Mais si on se met en équipe, comme par hasard, il y en a qui sont un peu plus doués sur la partie savoir-être, d'autres plutôt sur le savoir-faire. D'accord ? Et donc, l'aspect humain, il est là. Après, moi, l'aspect humain, à partir du moment où je te dis que tu as une recette pour avoir du plaisir, de l'inspiration, du bonheur et de l'ouverture, bon, c'est pas mal. Mais je pourrais revenir pour faire un truc sur le management de l'innovation, mais merci d'avoir joué le jeu de la première question. Non, pas de souci. Du coup, j'en aurai une deuxième en plus. Alors là, je me lâche, c'est bon. Moi, je te dis, on commence à lui passer le micro, il se lâche là. Oui, allez-y. Dans votre description, vous avez mis que votre phrase c'était soit X, un projet dans la vie. Alors, il serait composé de A, B ou C. Oui, bon, bref. Du coup, soit A, un projet dans la vie, il serait composé de X, plus B, plus Y, plus Z. X, dans ma biographie, oui. De description, biographie, oui. Du coup, X, ce serait l'activité. Y, ce serait prendre du plaisir. Et Z, se taire. Est-ce que vous pourrez plus développer un petit peu plus ce Z ? Se taire, c'est... Non. Se taire, c'est être capable... Non, elle est vachement... Merci pour ta question. Le Z, c'est la capacité à se taire, c'est la capacité à écouter. C'est la capacité à se mettre en mode écoute plutôt que je réagis trop vite. Et souvent, la première idée, elle paraît la bonne, mais souvent, c'est pas la meilleure. Et souvent, et ça, quand j'accompagne quand je m'occupais d'équipes commerciales, je leur disais, quand vous allez en clientèle, même si vous connaissez vos produits, votre argumentaire, etc., n'oubliez pas que vous avez une bouche et deux oreilles. C'est-à-dire que vous devez passer 2 fois plus de temps à écouter qu'à parler. Et c'est vrai que quand je dis se taire, c'est l'importance de l'écoute. Et si on veut se mettre en mode open, il faut se mettre en écoute de tout. C'est-à-dire pas que ce qui se parle, mais de ce qui se fait. C'est une sorte d'ouverture maximum. Le se taire, il est là. Merci. What else? Bonjour. Bonjour. Du coup, vous avez parlé de liberté, de fierté, de plaisir dans la créativité. Oui. Mais vous n'avez pas mentionné de pression. J'imagine qu'il doit y avoir de la pression, non, dans ce... Quand tu es ingénieur et que tu as un cahier des charges où on te demande de mettre au point je ne sais quel outil, machine ou installation, tu as forcément la pression. Mais cette pression, je pense qu'elle est nécessaire. Parce qu'elle te permet de te donner ce qu'on va appeler un cadre. Un cadre, ça peut être sur le timing à respecter, ça peut être un cadre sur des ressources que tu as ou que tu n'as pas. Et souvent, dans les agences de communication ou de publicité, c'est ce stress qui est considéré comme une sorte de stress positif, parce que c'est un stress où on se met en maximum de créativité. Et souvent, les grands créas, les directeurs artistiques dans les agences, sont extrêmement doués, parce qu'ils sont capables de gérer cela et d'emmener leur équipe. Parce que si tu es tout seul à gérer ton stress, ça ne sert à rien. Et donc le stress, si on a un stress ou une pression, il y a plein de recettes pour réduire un peu le stress. La première, c'est de relativiser les enjeux. Par exemple, si j'avais planté ma conférence aujourd'hui, est-ce que c'était grave? Si j'avais loupé mon train, est-ce que c'était grave? Je vous aurais un peu gâché votre fin d'après-midi, mais ce n'était pas plus grave que ça. Vous m'en auriez voulu? Peut-être pas, parce que j'aurais trouvé une excuse bidon. Mais ça n'empêche que j'avais une pression. J'avais une pression pour être bon et être en contact et en relation avec vous aujourd'hui. Cette pression, elle m'a incité à être vigilant et à être le plus possible essayer de créer une interaction avec vous. Si je ne l'avais pas eu, cette pression, je pense que j'aurais pu vous faire vous dérouler les slides et puis faire le truc un petit peu moins passionnant, moins intéressant. Je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez trouvé passionnant. Et du coup, ça veut dire que vous ne voyez pas les choses vous n'êtes pas souvent angoissé, quoi. Vous voyez plus les choses comme un challenge. Ouais, merci, pardon. Oui, c'est effectivement ça. Et comment dire? La vie, elle est de toute façon faite de challenges.
Et ce qu'il faut, c'est avoir la conviction que ces challenges, même si à certains moments c'est un peu désagréable, c'est qu'on ne va pas mourir tout de suite. Et puis deuxièmement, je vais apprendre quelque chose. Et quand tout à l'heure, je mettais en avant la problématique du groupe Total qui doit faire évoluer son ambition ou sa stratégie, j'aurais très bien pu faire le discours, quand j'anime des sessions d'innovation, etc., dire « il faut le faire, sinon on va tous mourir ». Mais pour moi, c'est le dernier moyen pour mobiliser les gens. Moi, je préfère les mobiliser sur l'air de « on va apprendre quelque chose, on va créer quelque chose ». Et à la fin, nous en serons fiers. La fierté de la réalisation, c'est quelque chose qui est très important. Et à titre personnel, quand vous avez les petits coups de blues, que vous dites « ouais, sur ce truc-là, j'ai pas été bon hein », rappelez-vous les moments où vous avez été excellent. Parce que ça ne dépend que de vous, ça. Mais sinon, je suis pas du tout un angoissé, pas du tout. Merci. Derrière, tiens. C'est sympa qu'il y ait des questions. Peut-être eu des questions sur le web, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais une question. Du coup, vous avez parlé énormément des freins potentiels à la créativité Oui. et surtout des freins personnels. Mais vous n'avez absolument pas parlé des freins extérieurs à la créativité en entreprise. Et je pense que c'est un point qui est assez important. Tu penses à un frein particulier ? Bah, par exemple, au niveau des freins extérieurs, ça peut être les personnes extérieures qu'on voudrait faire collaborer autour justement de la créativité dans l'entreprise, qui ne sont pas enclines à participer à, je sais pas, des séances communes de créativité, à la collaboration, à collaborer tout simplement en fait. Et typiquement, vous parliez de légitimité. Quelle légitimité peuvent avoir une personne à mobiliser d'autres personnes sur de la créativité ou des choses comme ça, justement? Quand on m'a confié le poste que j'ai aujourd'hui, d'animer un peu l'innovation collaborative chez Total, c'est pas les startups, c'est pas le digital, c'est des idées qui viennent des collaborateurs. Je ne manage officiellement 0 personne. Si, j'ai Marine et puis Tony qui sont avec moi, qui sont 2 alternants. Et sinon, j'ai un réseau de 197 correspondants à travers le monde. D'accord ? Pour les mobiliser, je sais que chacun a sa problématique, que dans tel ou tel pays, le patron il suit ou il suit pas, et on fait avec. Et souvent, moi je leur dis, dans votre mission, il y a 2 choses. Soyez ambitieux, mais soyez pragmatiques. Soyez ambitieux, c'est-à-dire effectivement des gens qu'on n'arrivera pas à emmener, qu'on n'arrivera pas à engager, mais faites-vous plaisir avec les gens que vous êtes capable d'engager. Souvent, quand dans une activité précédente, j'étais amené à lancer un projet, on va dire les choses de façon simple, tu en avais 20% qui disaient « ouais, super, on va y aller ». Il y avait 20% qui disaient « ouais, ça marchera jamais, c'est des conneries ». Et puis, il y avait un ventre mou de 60% qui disait « ouais, bon ». Bah, l'enjeu, c'était de s'arranger pour que les « ouais », on leur montre rapidement qu'il y avait des choses qui changeaient et que ça évoluait et que ça progressait. Et souvent, on était capable, alors le processus était un petit peu long, ça dépendait un peu de la dynamique ou de l'énergie qu'on passait, mais on était rapidement capable, parce que dans les 60%, il y en a 40% qui passent du côté des « ouais, on y va ». Mais il fallait les rassurer, leur montrer des exemples, etc. Souvent, dans ces processus innovants ou ces processus de créativité, la meilleure façon d'embarquer les gens, c'est de leur montrer de façon claire quelques exemples de « ça a marché ». L'un des objectifs que l'on a, c'est... sur la plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Building chez Total, on fait remonter des réalisations, c'est-à-dire des choses qui ont fonctionné, et on met en avant, donc il y a un challenge d'innovation du trimestre, on met en avant des choses qui ont été implantées depuis 6 à 9 mois. Et on se rend compte que c'est le moyen pour que des managers disent « ah, finalement, c'est peut-être pas du temps perdu. Ce qu'il s'est passé, je peux le réutiliser, mais je peux peut-être aussi impulser l'innovation. » C'est la fameuse preuve par l'exemple, c'est ce qui nous rassure tous. Et puis dernier élément, et là c'est un conseil dans votre vie personnelle que je vous donne, dans notre entourage, on est ce que j'appelle entouré de gens sympathiques, puis il y en a quelques-uns, pas trop, qui sont ce que j'appelle des nocifs. Ces gens-là, il faut les ignorer. Il ne faut pas essayer de dire je vais essayer de les plaire. Et de non, non. Éloignez les nocifs, vous allez voir, vous récupérez une énergie, parce que l'énergie que vous allez essayer de capter pour embarquer les nocifs, c'est de l'énergie, c'est perdu. Puis on n'a pas tous le charisme universel pour embarquer tout le monde, that's life. Oui ? On va faire vivre le web, je vais juste profiter pour poser la question web, s'il y en a. Oui, alors, j'ai 2 questions.
sur le web. La première, ce serait comment on impulse de la créativité à ses équipes? On se montre un peu motivé, on se montre avec beaucoup d'énergie et on rassure avec des exemples concrets. On fixe un cap en disant, un peu comme quand on monte dans un bateau. Certains pratiquent du bateau. Je parle pas du bateau à moteur, bateau à voile. Quand on fait du bateau à voile, on sait qu'on va aller à tel endroit. Mais c'est parce que le cap il est clair pour tous les membres de l'équipage que tout le monde va jouer le jeu et va s'embarquer. Même si on va tirer des bords, qu'on n'avancera pas aussi vite que prévu, qu'on prendra du retard, mais on fait confiance à l'équipage. Donc définir un cap, c'est la meilleure façon, et que le cap soit partagé. Définir donc des indicateurs qui permettra de dire on a avancé ou on n'a pas avancé. Et puis la créativité, pour moi, c'est complètement combiné avec la notion de curiosité. C'est-à-dire, quand je vous parlais de l'exemple des learning expéditions qu'on fait avec nos managers, c'est véritablement un bon moyen pour faire toucher des nouvelles réalités. Pour beaucoup d'entre nous, chez Total, il y a 2 ans et demi, l'histoire de la voiture électrique, on avait toujours l'étude qui expliquait que ouais, mais de toute façon, ça sera toujours marginal. Et puis, bon, quand on a emmené un certain nombre de patrons en Chine pour leur faire découvrir qu'il y avait des flottes de bus complètes qui font plus de 10 000 bus, qui sont déjà tout électriques, ils ont déjà mis en place des systèmes pour le swap de batterie se fait tout seul la nuit, ils se sont dit ah ouais, il se passe quelque chose. D'accord ? Donc la créativité, c'est inspiré, c'est pas menacé, mais c'est plutôt inspiré. Et du coup, pour compléter cette question, qu'est-ce qu'on fait quand les nocifs font partie des décideurs? Je l'ai vécu. Je ne vais pas donner de nom, parce que c'est retransmis en Mondiovision. D'abord, il ne faut pas rester tout seul. Si on a une idée et qu'on a envie de faire bouger les choses, il ne faut pas rester tout seul avec son idée en disant « de toute façon, je vais pas y arriver parce que c'est un gros con ». Il faut essayer, entre guillemets, Là, il faut être un peu diplomatique, mais surtout, il ne faut pas rester seul. Essayer de se faire aider, épauler, vendre ses idées à ses collègues pour que l'idée d'aujourd'hui, qui vous semble être une très bonne idée, elle ne soit pas l'idée que de toi, mais qu'elle soit l'idée portée par une équipe. Si le manager, même s'il est nocif, alors, si on parle du manager, on ne va pas dire qu'il est nocif, il est peut-être hostile, qu'il va considérer que lui, il est jugé sur le résultat à court terme, donc passer du temps pour créativité ou innovation, Mais s'il a en face de lui une équipe qui est capable de lui dire on a intérêt à travailler là-dessus parce que ça va nous permettre de nous démarquer, de gagner des parts de marché, de faire la nique à un concurrent, ou encore de fiabiliser un processus qui fait qu'on sera sur une qualité supérieure dans nos prestations, et qu'on lui dit mais attendez, on fait ça, mais on n'est pas en train de faire ça à la place, on va le faire en plus. Et souvent, quand on fait de la créativité, ça te prend au départ du temps personnel. Mais une fois que ça dépote, c'est pas vraiment un souci. Donc, il faut la preuve par l'exemple, et il faut pas rester seul. Il faut surtout pas rester seul. Puis après, c'est important aussi de se dire avec ses collègues, mais Gérard, là, c'est vraiment un con ou c'est moi? Et là, si on te dit non, il n'y a que toi qui penses que c'est un con, là, c'est peut-être à toi de changer ton prisme pour analyser Gérard. Merci. Je voudrais partir d'une remarque théorique pour vous poser une question pratique. Sur Wikipédia, on nous explique que la créativité, en gros, c'est une nouvelle association de choses qui existent déjà, c'est une nouvelle combinaison, et le verbe qui est utilisé, c'est associer d'ailleurs. Mais en fait, quand on regarde de plus près, c'est quand même étrange, quoi, parce qu'il y a quand même des vrais phénomènes d'émergence, il y a des choses quand même qui sont totalement bluffantes. Je veux dire, Van Gogh, il n'a rien associé du tout. Il a bien fait émerger quelque chose de dingue. Et est-ce que dans la pratique, vous avez des méthodes pour justement sortir de « j'associe différentes choses différemment » pour aller plus vers quelque chose de totalement original et d'émergent? Alors, est-ce qu'il existe des méthodes? Sûrement. Alors, on n'est donc pas dans la phase créativité, mais dans la partie plutôt innovation, en tant que telle. Quand on est sur quelque chose qui est véritablement de la rupture, si on prend l'exemple, par exemple, de Léonard de Vinci, vraisemblablement, c'était un garçon brillant, curieux, touche à tout, et qui a eu la capacité à observer la nature, observer l'environnement. Et c'est pour ça que, parce que dans sa tête, vraisemblablement, il a peut-être un neurone de plus que chacun d'entre nous, il a été capable de faire rencontrer des univers et d'inventer l'hélicoptère ou le parachute ou la machine à essayer de voler, parce qu'il avait repéré qu'il y avait quelque chose à faire. Après, il y a ce qu'on appelle des génies. Et si l'entreprise ne dépend que de génies, ça va être très compliqué.
Aujourd'hui, en parlant de la créativité, ma conviction, c'est de dire que cette créativité, je sais, je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais ma conviction, c'est que la créativité, c'est à la portée de tout le monde, et c'est la première chose le message qu'il faut retenir, qu'on ait des idées ou qu'on n'en ait pas, c'est vraiment intéressant et passionnant, et là le mot passion n'est pas un vain mot, de s'investir dans une démarche de créativité. Après, les techniques qui vont permettre de faire émerger ce qu'on appelait des inventions, donc ce qu'on appelait des traits de génie, je ne sais pas s'il faut fumer des trucs spéciaux ou des choses comme ça. Peut-être que ça aide, je ne sais pas. Après, il y a effectivement tout un tas de techniques d'innovation pure, qui vont être sûrement... qui partent rarement de rien du tout. Souvent, il y a ce qu'on appelle l'inspiration, qui peut être ce que j'ai repéré dans tel autre métier ou dans telle autre discipline ou dans tel autre concept. J'essaye de le copier et coller. Les grands mathématiciens qui ont mis... moi, je ne suis pas du tout scientifique, mais les grands mathématiciens qui ont mis en place des théories exceptionnelles, c'était souvent des génies avant tout. C'est-à-dire des gens qui étaient visionnaires et qui étaient capables, d'au-delà des chiffres, de conceptualiser des choses qui échappaient à l'entendement humain. Donc je pense qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des génies, c'est bien, mais dans l'entreprise, si on ne compte que sur les génies, on est mal barré. Si on compte sur tous les collaborateurs, on a un atout supplémentaire. Et puis souvent, les génies ne sont pas prophètes en leur pays ou prophètes en leur temps. Il y a aussi un certain nombre d'écrivains qui ont eu du mal à vendre des bouquins avant d'être morts. Stieg Larsson, Millennium, par exemple. Mais je suis désolé, je sais, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question et je vous prie de m'en excuser. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Dans les pubs pour Total, on voit l'énergie est votre avenir, économisons-la. Là, je vois que vous économisez pas du tout votre énergie, justement, pour nous convaincre, et j'en suis vraiment réjoui. Moi, je voulais surtout parler justement de l'énergie de la connaissance. Vous avez fait part là tout à l'heure de 2 slides avec Wikipédia. C'est le temple du savoir. Je ne pense pas que ce soit le temple de la connaissance. Pour faire émerger de la créativité, je pense qu'il faut être en capacité, alors je ne sais pas ce que vous en penserez vous-même, de passer du savoir au connaître. Donc au naître avec. Ça, c'est très très important. Et pour qu'on puisse avancer dans les entreprises sur ces schémas de créativité, vous parliez justement de la pression. La pression, c'est de l'énergie. Vous parliez du temps. On parle beaucoup de notions d'empowerment. L'empowerment, je pense que c'est quelque chose qui est une donnée qui est essentielle. Je suis dans le domaine du handicap, et donc dans le domaine du handicap, pour faire émerger cet empowerment, c'est très très important et ça révèle beaucoup d'énergie psychique. Et j'étais là ce soir justement pour voir si les idées que je mets en place, elles sont complètement farfelues. Parce que souvent c'est ce qu'on me dit, on dit mais vous êtes un fou. Voilà, vous créez, on vous laisse créer, et souvent les idées sont très bonnes. Est-ce que pour vous aussi, une des clés d'entrée, ce n'est pas la qualité de vie au travail ? Donc on a la qualité de vie au travail, le bien-être au travail. Donc je sais pas, moi, quelques séances de tai chi, des séances de relaxation, de sophrologie, qui sont de la déperdition d'argent quelque part, parce qu'elles ne sont pas productives, mais qui quelque part, et on le voit par l'expérimentation et le droit à l'erreur, portent leurs fruits. Merci pour votre question longue et riche. Alors d'abord, concernant mon énergie, le slogan sur économisons l'énergie, c'est un slogan qui est imposé par la réglementation française, qui dit que chaque fois qu'on fait de la publicité pour l'énergie, il faut mettre en avant un réflexe d'économie. Mais ceci étant, merci pour votre remarque. Merci pour votre investissement pour le monde du handicap. À titre personnel, ça ne me laisse pas du tout indifférent. Quand vous dites que les idées autour de vous sont perçues comme farfelues, et alors ? Et alors ? Moi, je pense que c'est d'abord quelque chose qui est important. C'est farfelu pour celui qui ne comprendra pas, c'est farfelu pour celui qui est hostile, mais souvent, le farfelu, il est capable aussi d'embarquer un certain nombre de gens qui vont dire « mais votre prénom, c'est ?» Michael, il y a pensé, et finalement, on va en faire quelque chose, d'accord ? Donc il faut regarder les supporters, il ne faut pas regarder les hostiles, d'accord ? Pour ce qui est de la qualité de la vie au travail, évidemment, c'est important. Alors, sur la QVT, on a lu, et si vous tapez QVT sur Internet, vous allez en voir, il y a des gens qui sont des gourous de la chose. Dans l'entreprise, souvent, on a résumé ça, on va installer un baby-foot, et puis... bon.
la qualité de vie au travail, c'est plutôt d'abord un bien-être qui effectivement est de la responsabilité des managers, qui est de la responsabilité des organisations. Et dans une entreprise comme Total, je peux vous dire que la qualité de la vie au travail, ce n'est pas un sujet neutre, mais elle est déclinée de façon extrêmement variée d'une entité ou d'une branche ou d'un métier à l'autre. Et que le manager a un vrai rôle à jouer. On essaye de faire évoluer les choses. On a un événement qui s'appelle les InnoDays, qui est le grand rendez-vous de l'innovation chez Total, qui a lieu au mois d'octobre. Et l'année dernière, pour la première fois, le thème des InnoDays, c'était pas un truc technique. On avait dit les intelligences multiples, il y avait artificielle, émotionnelle et collective. Pour beaucoup de collaborateurs, quand ils ont découvert ce thème, ils ont dit mais que se passe-t-il chez Total? Ça veut dire qu'aujourd'hui, y compris dans un grand groupe, au-delà d'utiliser cet élément comme un thème pour une journée mondiale consacrée à l'innovation, on est convaincu qu'il y a un enjeu RH majeur pour garder des collaborateurs motivés et surtout garder des collaborateurs dans l'entreprise. Vous, les jeunes générations qui poussaient les portes et qui débarquaient, on a complètement compris que vous avez raison de dire la vie professionnelle c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et la vie personnelle, elle est au moins aussi importante. Moi, quand j'ai commencé chez Total à l'âge de 23 ans, donc en 1983, et oui, on me disait il faut faire carrière, c'est-à-dire que tu dois donner ton corps, ton âme, ton sang à ton entreprise parce que c'est ça qui a du sens. Puis après, tu vas faire une famille, tu vas faire des enfants, tu auras un chien, une maison, etc. Mais fondamentalement, c'était ça l'enjeu. Aujourd'hui, vous avez tout compris. C'est de dire qu'on n'a qu'une vie et que c'est quand même con de la gâcher en consacrer toute son énergie à son entreprise. Donc si on est capable de mettre en place ce que j'appelais une ambiance qui va faire qu'il y aura un bien-être, un bien-vivre et un épanouissement d'entreprise, j'ai l'intime conviction que c'est un bon moyen pour faire émerger de la créativité, mais aussi faire émerger un empowerment. Empowerment, c'est un terme qui n'a pas de traduction en français. Ça correspond à la capacité à être convaincu de quelque chose et à s'engager au-delà de la mission qui nous est confiée. C'est compliqué ce que je viens de dire. C'est-à-dire que je fais ça parce que j'y crois. C'est pas parce que c'est dans ma fiche de poste, c'est pas parce que je suis payé pour ça, c'est parce que j'y crois. C'est ça l'empowerment. Et l'empowerment, tous les slides que je fais en interne quand je communique, il y a toujours ce petit logo Empowerment. Donc merci Michael d'avoir fait ce pont avec ça. Les questions sont longues et les réponses aussi. Alors une dernière et après on va boire, sinon les bulles vont se sauver. Oui, il y a des bras qui s'ajoutent, mais c'est pour fêter l'idée de boire un coup et pas pour poser la question. Désolé, j'étais de ce côté-là, ça sera donc une question féminine. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre rôle chez Total, par exemple, nous décrire à quel moment et comment vous intervenez dans un projet chez Total? Moi, souvent, je dis je suis expert en rien du tout. 2 minutes. Donc souvent, je dis je suis expert en rien du tout, et c'est vrai. D'accord. Mon rôle dans le cadre de l'innovation collaborative, c'est plutôt un rôle à la fois d'animateur de ce fameux réseau de correspondants à l'innovation. Je suis une sorte de connecteur ou de détecteur, d'amplificateur. C'est-à-dire que je vais être capable, éventuellement quelqu'un qui a une idée, lui dire peut-être que cette idée elle existe déjà, il faudrait peut-être que tu te rapproches de ton homologue qui est au Brésil ou à Perpignan. Ou encore, je vais être capable de dire sur une idée comme ça ou sur un projet, est-ce que tu devrais pas en termes de méthodologie t'appuyer sur telle ou telle ressource ou telle personne, d'accord ? Je suis plutôt un gentil animateur, dans le bon sens du terme. C'est pas parce que j'ai fait 10 ans de colonie de vacances, mais c'est dans ce rôle que je considère que j'ai une valeur ajoutée. Et par défaut, je considère que je ne suis pas du tout un expert. Moi, je suis incapable de vous faire un cours sur le design thinking, sur le canvas, etc. Mais je suis capable de dire, quelqu'un qui aurait besoin de quelque chose, de dire en interne ou en externe, il y a telle ou telle personne ou telle entité qui peuvent t'aider, ou qui peuvent te partager leur expérience. Donc c'est pour ça que j'ai un job qui est vachement sympa, puisque je suis que dans animation et bonne humeur. Comme j'ai répondu vite, il a droit à sa question, lui. Ouais. Johan, tu pourrais courir un petit peu. Après, il n'y aura plus de bulles. Et là, c'est la question qui tue, qui plante l'ambiance. Et là, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question sur le lien, en fait, entre... Vous parlez beaucoup de créativité dans un environnement en changement, à la fois sur l'aspect, le focal sur la créativité nécessaire. On peut parler notamment du monde du transport qui fait qu'évoluer. Est-ce qu'il y a des synergies avec la veille stratégique ou technologique, avec la créativité à l'heure actuelle chez Total ou... C'est vraiment une bonne question, je vais essayer d'y répondre brièvement. Oui. Sur le sujet de l'innovation chez Total, d'abord, même si on est 4 grosses branches, exploration, production, raffinage, chimie, marketing et services, trading, shipping, etc., on fonctionne énormément en réseau
et on essaye le maximum de se partager de l'information, de se partager du savoir-faire. Et au niveau de la holding, on a toute une entité qui fait de la veille et qui est justement capable de faire ce que j'appelle détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. C'est quelque chose qui est super important, c'est d'être capable de comprendre sur un marché, il se passe quelque chose, ils sont en train de tester telle chose, tel truc. C'est le phénomène qu'on a au niveau des licornes dans le monde des startups, c'est-à-dire être capable de détecter des choses qui ont du sens, sur lesquelles on ne va pas forcément l'acheter, on ne va pas forcément s'en inspirer, mais on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc de la veille, il y en a en permanence, on essaie de travailler de façon le plus facile en matière de coordination entre branches, parce que sinon on serait effectivement en grande difficulté. Donc ta question est tout à fait pertinente, il y a un véritable enjeu de veille, surtout à un monde où tout va beaucoup plus vite et où l'information est potentiellement disponible et qu'il y a des outils de veille formidables qui peuvent rendre service. Après, c'est la masse de l'information, c'est de savoir à quel endroit l'information a plus de valeur ou pas. Merci beaucoup. François, le mot de la fin, en un mot? Merci pour ce moment. Merci beaucoup.